À Koulikoro, célébration de la journée internationale des migrants aux côtés du gouverneur de la région, le colonel Lamine Kapori Sanogo, 5 membres du gouvernement. Le thème de cette édition est gouvernance migratoire au Mali, enjeux et perspectives. Le ministre d'État prend à bras le corps la question d'assainissement. Tenez-vous bien, il était non seulement dans la région de Koulikoro, précisément à Numumbougou où se trouve la décharge finale. Abdoulaye Maïga a aussi visité le nouveau dépôt de transit en cours d'aménagement à Médina-Koura en commune 2 du district de Bamako. Il veut que tout soit finalisé le plus tôt possible pour que Bamako puisse respirer à nouveau de l'air sain et frais. Le CICB abrite la première édition de la Semaine du numérique. Ce rendez-vous des innovations technologiques devra permettre aux professionnels du secteur d'échanger et de partager leur expérience en vue de relever le défi de la souveraineté numérique. Pour cela, ils vont échanger sur les défis et les opportunités du numérique au Mali. La péritorite, on en parle ce soir dans Focus Santé. Quelques symptômes de la maladie. Si vous ressentez de violentes douleurs abdominales, d'abord localisées puis rapidement étendues à tout l'abdomen, il est fort probable que vous en souffrez. Barakissa Ouattara nous en dira plus en fin d'édition. Lundi 19 décembre, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Bonsoir Ibrahim Traoré. Bonsoir Nyan. Avec vous, le contenu d'un décret présidentiel, c'est le décret numéro 2022-07-77 PTRM du 19 décembre 2022 portant création de la commission chargée de la finalisation du projet de constitution de la République du Mali. C'est à vous Ibrahim. Oui, le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition décrète, chapitre 1 de la création et de la mission, article 1er. Il est créé auprès du président de la transition, chef de l'État, une commission chargée de la finalisation du projet de constitution de la République du Mali. Article 2. La commission a pour mission d'examiner et d'amender, le cas échéant, l'avant-projet de constitution élaboré par la commission de rédaction de la nouvelle constitution en vue de produire et de soumettre au président de la transition, chef de l'État, le projet de constitution de la République du Mali. Chapitre 2. De l'organisation et du fonctionnement. Article 3. La commission se compose comme suit. 5 représentants du président de la transition, 5 représentants du gouvernement, 5 représentants du Conseil national de transition, un représentant du Haut Conseil des collectivités, un représentant du Conseil économique, social et culturel, 3 représentants des autorités administratives indépendantes, 5 représentants des légitimités traditionnelles, 5 représentants des partis et regroupements politiques, 3 représentants des organisations de la société civile, 4 représentants des syndicats, des centrales syndicales, 3 représentants des groupes signataires de l'accord pour la paix, 2 représentants des forces de défense et de sécurité, 2 représentants des ordres professionnels, 1 représentant du Conseil national des personnes âgées, 2 représentants des groupements de femmes, 2 représentants des Maliens établis à l'extérieur, 2 représentants du Conseil national des jeunes. La commission comprend en outre des personnes ressources choisies en raison de leurs compétences établies dans les domaines des sciences sociales. Article 4. Les travaux de la commission sont dirigés par un coordinateur, un rapporteur adjoint. Article 5. Le coordinateur planifie, dirige et coordonne les activités de la commission. Les rapporteurs tiennent les comptes rendus des réunions et élaborent le projet de rapport de fin de mission soumis à l'approbation de la commission. Article 6. Le coordinateur, les rapporteurs et les autres membres de la commission sont nommés par décret du président de la transition. Article 7. Les membres de la commission sont tenus de participer aux travaux et de garder le secret des délibérations. Les décisions de la commission sont prises par consensus. À défaut de consensus, la commission adopte ses décisions à la majorité absolue des voix des membres. En cas de partage des voix, celle du coordinateur est prépondérante.
Article 8. Le coordinateur de la commission rend compte régulièrement au président de la transition, chef de l'état d'avancement des travaux. Article 9. À la fin de sa mission, qui ne peut excéder 15 jours, la commission remet au président de la transition le projet de constitution et un rapport de fin de mission. Article 10. Le coordinateur, les rapporteurs et les membres de la commission bénéficient d'indemnités et de primes forfaitaires fixées par décret du président de la transition. Article 11. Les dépenses liées au fonctionnement de la commission sont à la charge du budget national. Article 12. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel Bamako le 19 décembre 2022. Le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Nyanya Traoré. Merci Ibrahima Traoré. À présent, cette audience accordée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, reçoit nos opérateurs économiques. Entendez par là les délégations du Conseil malien des chargeurs et celles du Conseil national du patronat. Les échanges ont porté sur la présentation de leurs bureaux respectifs et l'évocation des préoccupations propres à leur corporation, sans compter les difficultés économiques actuelles afin de trouver des solutions viables et consensuelles. Le compte-rendu de Aoulusséini Touré. Cette visite est à la fois une prise de contact et une occasion de présenter le nouveau bureau du Conseil malien des chargeurs. Occasion idoine de discuter des préoccupations du moment. C'est notre première rencontre pour présenter le bureau et la mission du Conseil malien des chargeurs. Le Conseil malien des chargeurs, c'est un organe qui approvisionne le pays, importation, exportation et transit. Bon, vu les difficultés passées, l'embargo que le Mali a suivi, les opérateurs économiques, ils sont fournis l'effort vraiment pour que le pays puisse s'approvisionner. Les opérateurs économiques sont faits leur devoir de patriotique. Même démarche pour le Conseil national du patronat qui a entretenu le chef de l'État des projets qu'il entend mettre en œuvre pour relancer l'économie et créer des emplois. Nous sommes venus nous présenter en tant que tout nouveau bureau élu du Conseil national du patronat du Mali. Comme vous le savez, c'est la fêtière du secteur privé qui regroupe tous les groupements professionnels et qui sort d'une crise très profonde. Crise qui a trouvé son épilogue le 1er octobre 2022 avec les élections patronales qui ont mis en place un bureau consensuel de 31 membres. Donc nous sommes venus rendre une visite de courtoisie au chef de l'État, lui parler de notre programme de travail axé sur 5 grandes thématiques, l'énergie, les ressources humaines, les infrastructures, la fiscalité et le financement. Le remercier, lui et l'ensemble des démembrements du gouvernement qui ont quand même accompagné le secteur privé pour qu'on puisse sortir du blocage pendant des 2 ans. Et ensuite, lui demander tout son accompagnement, lui et tout son gouvernement, pour que nous puissions redynamiser les investissements productifs au Mali, parce que nous savons que c'est un pays qui a besoin de créer des centaines de milliers d'emplois chaque année pour absorber le flux de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. En cette période particulière marquée par la vie chère, les opérateurs économiques sont des acteurs incontournables dans l'application des mesures prises par l'État afin d'alléger le poids des difficultés actuelles que connaissent nos compatriotes. D'une audience à une autre, celle-ci est accordée par le chef du gouvernement à la vice-présidente senior directrice de Bloomfield Rating. Bloomfield Rating est chargé d'évaluer les performances socio-économiques et politiques du pays, chose dont un pays a besoin pour élargir sa base d'investisseurs. Le Mali, pour rappel, s'est engagé depuis 2018 dans 2 programmes de notation financière, un programme de notation internationale et un programme de notation à l'échelle sous-régionale. Plus d'explications avec Suleiman Kenza Sidibé. La notation financière à l'échelle régionale, dite notation souveraine à monnaie locale, est l'aboutissement d'un processus débuté en 2016 avec IEMOA titre de l'agence BCAO chargée de l'organisation des émissions des titres publics au niveau des pays de l'UEMOA.
C'est dans le cadre de ce programme régional que l'agence Bloomfed Investment est depuis chargée de la notation financière du Mali. La notation financière donne une vision globale de la situation d'ensemble du pays. Nous avons discuté ce matin avec son Excellence des priorités du gouvernement en ce qui concerne sa feuille de route pour l'année 2022-2023 et sur le moyen terme. Il nous a donné des informations très enrichissantes sur les développements qui sont déjà mis en place, sur l'impact de ces différentes actions en ce qui concerne les populations, notamment sur la paix sociale. La première notation de Bloomfed attribue pour le long terme la note B, B et B ou perspective stable et pour le court terme A3 perspective stable. Dans les deux cas, des perspectives heureuses à traduire en croissance économique pour le bien des populations. Pour le tête-à-tête du jour, le Premier ministre Dr Shogel Kogala Maïga a entretenu nos ordres des avancées de la transition, le vote de la loi électorale, l'adoption du cadre stratégique de la refondation de l'État, le retour massif des populations dans leurs localités et la montée en puissance de l'armée sont les sujets abordés au cours de cet entretien. Il est à noter que les critères d'évaluation sont dans l'ordre des possibilités du Mali. L'évolution des finances publiques, l'appréciation de la solvabilité de l'État, c'est-à-dire l'évaluation de son endettement, sa capacité à faire face à son endettement, mais également la gestion générale des finances publiques. Donc est-ce que cette gouvernance financière au niveau des finances publiques, au niveau des différentes régies financières de l'État, permet effectivement de soutenir sa politique d'endettement et sa politique de financement d'une manière générale. Le Premier ministre remercie l'agence des notations pour la prise en compte des réalités et du contexte africain dans sa méthodologie de notation en devises locales. À Koulikoro, célébration de la Journée internationale des migrants. Aux côtés du gouverneur de la région, le colonel Lamine Kapori Sanogo, 5 membres du gouvernement. Le thème de cette édition est gouvernance migratoire au Mali, enjeux et perspectives. 3 jours pour permettre aux acteurs de la migration de faire le bilan des efforts du gouvernement et des partenaires internationaux. Reportage Djema Moussa Konati. À travers cette célébration de la Journée internationale des migrants, les acteurs de la migration au Mali entendent contribuer au renforcement du cadre de gouvernance migratoire au Mali. La Journée internationale des migrants est l'occasion non seulement de se souvenir des Maliens établis à l'extérieur, mais surtout de ceux qui sont morts ou disparus sur les routes migratoires. C'est pourquoi l'Union européenne inscrit parmi ses priorités la protection, l'assistance et la réintégration des migrants. Ce sont 40 000 migrants en état de vulnérabilité, dont, je le rappelle, 84% parmi eux sont des jeunes. C'est donc un travail de qualité pour lequel je tiens à remercier notre partenaire de l'OIM et je tiens bien sûr à remercier aussi les autorités pour l'esprit constructif et pour la coopération effective sur le terrain. Aujourd'hui, le Mali, considéré comme un pays champion de la mise en œuvre du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, par son engagement, figure en bonne place parmi les références sous-régionales dans le domaine de la gouvernance migratoire. 3 jours durant, les acteurs de la migration échangeront sur des modules tels la migration, le développement et l'investissement, la migration et le genre, ainsi que le cadre national pour la réintégration des migrants. Une occasion pour le ministre de tutelle de faire le bilan des actions concrètes réalisées par le gouvernement pour accompagner les migrants. Telles que l'assistance à près de 8 000 migrants maliens depuis janvier via des opérations de rapatriement en rapport avec nos partenaires internationaux, dont l'OIM. L'accompagnement de plus de 10 000 migrants dans le processus de réintégration auprès des communautés d'origine à travers des projets d'insertion. L'organisation du forum sur l'investissement productif et la mobilisation des compétences de la diaspora. Le lancement des travaux de construction du centre d'accueil d'assistance et d'orientation des migrants à Gao.
le renforcement de la coopération internationale sur les questions migratoires. La remise officielle des documents sur l'état actuel de la migration par le chef de mission de l'OIM au Mali au ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur et les prestations de la troupe Imran de Tombouctou ont meublé cette journée. Une autre préoccupation de nos autorités qui est devenue aujourd'hui, sans risque de me tromper, la priorité des priorités. Il s'agit de l'assainissement du Mali, particulièrement de Bamako. Le ministre d'État prend à bras le corps la question, tenez-vous bien, il était non seulement dans la région de Koulikoro, précisément à Numumbougou, où se trouve la décharge finale. Abdoulaye Maïga a aussi visité le nouveau dépôt de transit en cours d'aménagement à Méninakoura, en commune 2 du district de Bamako. Et il veut que tout soit finalisé le plus tôt possible pour que Bamako puisse respirer à nouveau de l'air sain et frais. Agibou Koulibaly, Toumani Diabaté sont nos envoyés spéciaux. C'est demander à chacun et à la mairie du district, à la DECIVA, et monsieur le ministre, à vous aussi, de faire des efforts pour humaniser la décharge, pour que chacun puisse vivre sans déranger l'autre. Qui est la décharge, que ça ne dérange pas la population de Tienfala. Ces cris de cœur vont bientôt devenir un mauvais souvenir, car cette année, les autorités de la transition veulent effectuer des travaux pour rendre plus opérationnelle cette décharge. Immédiatement, ce qu'on a vu ici, je pense que sous la présidence du ministre d'État, des dispositions imminentes vont être prises pour qu'on puisse dégager très rapidement tous les alentours et faire en sorte que la descente prévue par les camions sur la cellule puisse être vraiment fréquentable par les camions dans les meilleurs délais. Et nous saluons aussi l'intervention de l'armée qui a mis à notre disposition des engins. Je pense que très rapidement, d'ici 48 heures, ces engins seront là. Une chose est bonne, de balayer, de ramasser, mais là où déposer. Parce que c'est le problème des dépôts qui constitue le problème fondamental dans toute la chaîne. Donc aujourd'hui, nous venons de voir que ce qui était prévu comme équipement a été réalisé, mais pas à hauteur de souhait. Sur 3 cellules, on voit seulement une cellule qui n'est même pas fonctionnelle. Donc, et tous les équipements connexes, c'est-à-dire les aménagements connexes, que ce soit les bassins de stockage, les bassins de traitement et les aspects voiries qui devraient suivre, n'ont pas suivi. Pour le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, il est urgent d'agir pour permettre à la population de Tienfala de bien respirer. Je pense qu'à Numumbougou, ce que nous avons aujourd'hui, c'est plus un lieu de dépôt anarchique qu'une décharge moderne. Parce que vous voyez vous-même, il n'y a pas d'équipement et bien entendu, il y a beaucoup de nuisances. Et je saisis cette occasion pour présenter au nom de nos plus hautes autorités nos sincères excuses à la population riveraine de cette décharge anarchique qui souffre beaucoup de l'absence d'investissement réalisé à Numumbougou. Je voudrais ici vraiment rassurer la population de Bamako et la population de Numumbougou d'être un peu indulgents. Les réponses sont en cours. Malheureusement, il ne s'agit pas de réponses instantanées. Parce que le problème de la salubrité est un problème, disons, beaucoup plus exhaustif. Donc forcément, les solutions demanderont un peu de temps. Mais je crois que l'argent étant le nerf de la guerre, aujourd'hui, il nous plaît de rappeler ici que le financement est acquis. Maintenant, il reste l'étape de la construction. Donc dans les mois à venir, je suis convaincu que tout ce que nous venons de constater comme désagrément ne constitueront qu'un mauvais souvenir. Pour le nouveau dépôt de transit de Médinakoura, le choix est tombé sur un espace de la brigade anticriminalité derrière le stade Omnisport. Le site a une superficie capable de recevoir le flux quotidien des déchets de la commune 2. A rappeler que l'aménagement du nouveau dépôt de transit sera financé par l'ANICT. La mise en œuvre des travaux sera effectuée par la cellule des travaux routiers d'urgence du ministère des Transports et des Infrastructures.
Le CICB abrite la première édition de la Semaine du numérique. Ce rendez-vous des innovations technologiques devra permettre aux professionnels du secteur d'échanger et de partager leurs expériences en vue de relever le défi de la souveraineté numérique. Pour cela, ils vont échanger sur les enjeux, les défis et les opportunités du numérique au Mali. Le thème retenu pour cette édition est les TIC, au cœur de la modernisation de l'administration, nous disent Tamsir Diabaté, Aliou Touré, Moulay Sidibé. Si le numérique donne la même opportunité à tout le monde, le Mali veut faire de cette opportunité un atout du développement. Pour donc booster l'écosystème numérique au Mali, il est plus que jamais nécessaire, sinon urgent, de créer des espaces d'échange et de partage d'expériences entre les professionnels de l'industrie du numérique. Aussi et surtout, valoriser les compétences locales, d'où la tenue de cette semaine numérique. L'avenir dans ce domaine si prometteur appartient désormais aux pays qui seront constamment tournés vers l'acquisition des connaissances nécessaires à cette révolution numérique et donc à notre accession à la souveraineté numérique. Le thème central de la semaine est très évocateur et pose la problématique de l'implémentation des technologies de l'information et de la communication dans la modernisation de la transformation de notre administration. En vue d'harmoniser nos visions et nos objectifs, toute chose, vous le savez, qui contribuera à la maîtrise des process et procédures de certaines fonctions essentielles au niveau de notre administration, avec un impact positif sur la vie de nos concitoyens. Oui, l'un des défis de l'heure, c'est aussi la modernisation de l'administration, mais une modernisation qui passe par la souveraineté numérique, une mutation qui demande justement des réformes profondes. Les réformes administratives et institutionnelles initiées par les pouvoirs publics avaient pour finalité de parvenir à des mutations profondes de la société malienne. Pour parvenir à cette ambition, il fallait créer une corrélation systématique entre modernisation administrative et informatisation de l'administration par la numérilisation et la digitalisation des fonctions essentielles de notre propre administration. Cette vague de réformes s'appelle la révolution du numérique. Le directeur national de l'économie numérique a tenu à saluer le leadership du ministre et l'ambition des autorités de la transition de faire du numérique une priorité. Force est de reconnaître que le Mali n'est pourtant pas à la traîne dans le domaine des TIC, au regard de l'engagement du gouvernement à faire du numérique un puissant levier du développement. Chaque jour, la liste des innovations s'allonge, passant de l'intelligence artificielle à l'Internet des objets et plusieurs autres projets qui nous laissent envisager d'immenses progrès en matière de santé, de développement rural, de sécurité, de culture, d'éducation et d'économie. Cette constellation nouvelle de l'évolution technologique a un impact et aura un impact très positif sur l'accélération des progrès de l'humanité en général et sur la vie quotidienne des citoyens en particulier. Pour consolider les acquis et les potentialités à la faveur de cette semaine dite numérique, l'opportunité est une fois donnée aux startups de démontrer leur ingéniosité au service du développement. Et parmi ces startups, les meilleurs seront primés. Les structures qui évoluent dans le numérique sont au rendez-vous pour expliquer aux utilisateurs les avancées du Mali dans la modernisation de l'administration. Des structures comme la SMTD, l'AGETIC, AGEFO, le complexe numérique, la certification électronique, l'AMRTP, l'ANTIM et l'ORTEM ont sans nul doute enregistré des avancées remarquables dans la modernisation de l'administration. Bref, ces appareils analogiques de l'ORTEM qui ont subi de plein fouet la vague du numérique en sont des illustrations parfaites. Nous allons rester au CICB à la semaine où la semaine du numérique verra la tenue de conférences, débats sur des thèmes comme la régulation et l'accès universel au Mali, état des lieux et économie numérique et confiance numérique, enjeux et défis, deux thématiques justement abordées aujourd'hui. On fait le point avec Ben Bassili.
La régulation et l'accès universel aux infrastructures de télécommunications au cœur du premier panel de la semaine du numérique. 2 enjeux majeurs ont été soulevés par les panélistes, notamment le coût d'accès des infrastructures et leur sécurité. La contrainte majeure, c'est que souvent les infrastructures en zone rurale manquent effectivement des ressources énergétiques. Ce qui fait que le coût de déploiement des infrastructures peut être assez élevé. Deuxième enjeu, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité, est-ce que les solutions qu'on peut donner aux populations rurales répondent à leurs besoins? Est-ce que les populations ont les moyens de payer les ressources mises à leur disposition? Nous sommes confrontés à un problème de sécurité. Donc il y a des zones non accessibles, mais il y a des zones aussi qui font l'objet de beaucoup d'actes de sabotage aussi des infrastructures de télécommunications. Défendre en premier lieu les intérêts de l'État, c'est défendre les intérêts des consommateurs, tirer les tarifs généralement vers les tarifs les plus bas, ce qui est intéressant pour les consommateurs. Et aussi défendre les intérêts des opérateurs de télécommunications. Un jeu d'équilibriste pour que toutes les parties puissent trouver leur compte en toute confiance. Justement, en parlant de confiance, cette valeur était au centre du second panel dont le thème est économie numérique et confiance numérique, enjeux et défis. Pour la confiance numérique, il y a une loi sur la transaction électronique qui a été adoptée en 2016. Qui d'ailleurs dans cette loi a mis en place ce qu'on appelle un service de certification et de signature électronique, qui est un maillon essentiel, pas de la sécurité, mais de la confiance numérique d'abord. Au Mali, on a vraiment pris conscience de l'importance de tout ce qui est signature et certification électronique. Et des projets de loi sont en train d'être faits dans ce sens pour pouvoir avoir un cadre juridique et réglementaire assez important pour promouvoir ces services-là. Et ça va aussi passer par la communication, par la sensibilisation dans la langue locale. La sensibilisation pour renforcer la confiance des utilisateurs, d'autant plus que le numérique est venu avec d'autres formes d'arnaque propre à l'environnement digital. La semaine du numérique, ça se passe donc au CICB. Le Mali, invité d'honneur du Salon de l'industrie de Guinée. Le ministre Mahmoud Ould Mohamed et sa délégation y prennent part. Nos 2 pays sont engagés à relever le défi de l'industrialisation, gage de développement. Notre envoyé spécial Salimata Daou nous indique que c'était avec une conférence que le Salon de l'industrie de Guinée a pris ses marques. La 2e édition ouvre le débat autour du thème à l'heure de la ZLECLAF, quelle stratégie pour le renforcement de la compétitivité des entreprises industrielles? 54 États, environ 1,5 milliard d'habitants, la ZLECAF est créée pour permettre aux pays africains d'avoir plus de poids sur le marché mondial. Le reportage complet de nos envoyés spéciaux dans nos futures éditions. Et à noter que pour atteindre donc les objectifs de ce salon, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed, partage les mêmes convictions que son homologue guinéen Bernard Goumou. Suivons à présent le compte-rendu de la fin ce week-end des travaux de la 3e conférence nationale de l'Association malienne pour la protection et la promotion de la culture Dogon, Guina Dogon. C'est avec Nouhoum Sissoko. Nouhoum Tapili est le tout nouveau président de l'Association malienne pour la protection et la promotion de la culture Dogon, Guina Dogon. Il succède à Mamadou Togo, qui a tenu les rênes de l'association 19 ans durant. Le nouveau bureau de 47 membres mis en place par la 3e conférence nationale de Guina Dogon pour un mandat de 4 ans doit poursuivre les chantiers en cours et insuffler une nouvelle dynamique à l'association. Nous sommes tous engagés ici. Et dès maintenant et pour toujours, à partir de cet instant, à réaliser les objectifs qui nous sont assignés, mais aussi et surtout à mettre en exécution les recommandations qui sont ici de nos 2 jours de travaux. La nouvelle équipe compte œuvrer pour redonner au terroir Dogon toute sa renommée d'antan. Le pays de Dogon que nous réclamons est un pays tolérant, est un espace tolérant, convivial, où il fait bon vivre. Nous sommes dans l'obligation de ramener notre terroir à ce qu'il a toujours été et à ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être le havre de paix, la cohésion sociale, le bon vivre.
La 3e conférence nationale de Guinadogon a adressé ses remerciements au ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme pour son accompagnement. Husseini Amion Guindo rempile pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête du parti Convergence pour le développement du Mali, la CODEM. C'était à l'issue du 3e congrès ordinaire du parti, une rencontre qui a regroupé les délégations venues de la Mauritanie, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et de la France et de toutes les sections du pays. Les délégués ont aussi fait un tour d'horizon de l'état de la nation. Mamadou Fane nous en parle. Ce 3e congrès de la Convergence pour le développement du Mali, CODEM, intervient dans un contexte particulier pour le parti. Dans son discours d'ouverture, le président de la CODEM a fait une rétrospective du parcours de sa formation politique de sa création à nos jours, occasion pour lui de remercier les militants pour le travail abattu. Le président du parti a ensuite fait une offre politique aux Maliens basée sur 4 axes, une offre qu'il entend bien mener avec le soutien de ses militants. Établir un contrat avec le peuple pour la sécurité, la paix et la réconciliation. Construire une société encore plus sécurisée et solidaire qui affirme le leadership national, assure plus de qualité dans la vie des Maliens, tout en partageant plus équitablement les fruits de la croissance. Promouvoir le développement institutionnel et la culture démocratique comme instrument de mise en œuvre du développement solidaire. Réussir notre insertion dans le processus des nouvelles vocations qui se dessinent pour l'Afrique et le monde. Ce congrès a été aussi l'occasion pour la CODEM de resserrer les rangs et d'aplanir les divergences. Notre vocation, c'est l'action. Notre ambition, c'est de trouver des solutions aux vrais problèmes de la nation. Notre rôle de catalyseur nous exige une posture d'ouverture à l'ensemble pour le Mali et autour du Mali. À l'issue de ce congrès, Husseini Amion Guindo a été reconduit à la tête du parti pour un mandat de 5 ans. Le congrès a aussi mis en place un bureau des femmes. Quant au bureau des jeunes, il sera mis en place plus tard. Sur un tout autre plan, 4 affaires au rôle de la justice militaire. Les dites affaires portent sur évasion et désertion, faux et usage de faux, vol, coups et blessures volontaires. Les militaires inculpés se sont expliqués devant le tribunal. Ils sont passibles d'1 an à 5 ans d'emprisonnement en cas de condamnation. Pour plus de détails sur les charges reprochées aux inculpés, écoutons le magistrat colonel Soumeila Bakayoko, procureur de la République, près le tribunal militaire de Bamako. Il est au micro de Aridjouma Tina. Aujourd'hui, 19 décembre, on a quand même une audience ayant à son rôle 4 affaires. Il y a une affaire évasion et désertion qui concerne un militaire. Il était inculpé pour faux et usage de faux et il a été placé sous mandat de dépôt. Il y a aussi un cas qui concerne un caporal de l'armée de terre qui est un brigadier dans la région de Ségou. Bon, lui, quand même, il a détourné son arme et il trouve maintenant les moyens pour se justifier, pour dire quand même que quand il devrait monter de service, bon, entre son domicile et le camp, il a été braqué. Bon, après, il y a un autre cas qui concerne un gars qui est à Kodolo, qui était à Kadiolo. Il a reçu une affectation à Bamako. Il avait ses intérêts à Kadiolo et il était régulièrement à Kadiolo sans permission. C'est au cours vraiment d'un déplacement à Kadiolo qu'il a braqué la nuit avec un civil, un boutiquier qui s'apprêtait à fermer son commerce. Et il y a un 4e cas, une médiation pénale. Il y a un civil et un militaire qui se disputaient au sujet d'un point de lavage de véhicule. Dans tous les cas que je viens de citer, ce n'est pas des infractions criminelles, c'est des infractions, des délits qui sont passés vraiment de 1 an à 5 ans d'emprisonnement ferme.
Je vous invite à présent à découvrir ce que les professionnels du domaine qualifient comme d'ouvrage autobiographique d'un expert de la communication. Amadou Moustapha Diop, non moins cofondateur de DFA Communication, nous livre La com, ma vie, mon parcours. C'est le titre de son ouvrage. La dédicace s'est tenue au siège de DFA en présence de plusieurs personnalités. La com, ma vie, mon parcours nous donne des leçons à retenir d'un expert en communication qui a côtoyé beaucoup de leaders de ce pays sans compter les dessous du monde de la communication. Simple à lire, entrecoupé d'anecdotes croustillantes et de citations qui annoncent et captivent le lecteur jusqu'au bout, nous confie Alpha Maïga. Des larmes qui coulent par-ci, par-là, grande l'émotion à travers les témoignages. Le livre La com, ma vie aurait pu se titrer « Comment un infirmier est devenu un as de la communication ?» qu'il ne trouverait personne à s'étonner de la déformation professionnelle de Amadou Moustapha Diop, son auteur. Je suis arrivé dans un métier où je n'étais pas formé. Avec le courage, avec la remise en cause, j'ai pu trouver mon chemin dedans. Je vais expliquer à la nouvelle génération que le diplôme n'est pas forcément le parchemin pour une réussite quelconque. La lettre D qui sort de son initiale Diop explique le sigle DFA. DFA, 3 lettres qui résonnent chaque fois que les Maliens sont servis par ses produits et ses supports médiatiques. En clair, le véritable magnat aujourd'hui des agents de communication dans le pays. Dans tout parcours, il y a des déceptions, il y a des ratés, mais la remise en cause perpétuelle. Parce que même un enfant, on le dit, un enfant tombe combien de fois avant d'apprendre à marcher? Mais si dans le business, à la première épreuve, tu abandonnes, tu ne réussiras pas. On peut passer toute sa vie à se battre sans réussir, c'est possible, mais il faut se battre. Ce livre de 155 pages paru aux éditions de la Sahélienne est un bréviaire pour tous les jeunes communicateurs qui veulent faire carrière dans le domaine. Un livre de chevet pour tous les Maliens qui veulent ressasser les grands événements politiques et les grandes réformes que le Mali a connues depuis l'instauration de la démocratie. Une démocratie jumelle à la naissance de DEFACOM. 92 est le contexte dans lequel est né MC2. MC2, c'est celui aussi dans lequel est née la Sahélienne édition. Nous sommes nés au sein de la même vague, du même courant libérateur. Au-delà de l'autobiographie de l'auteur Amadou Moustapha Diop, La com, ma vie lève pour la première fois plusieurs voiles sur cette agence de communication DEFACOM. Bravo à Aminata Mariko, lauréate de l'émission de télé-réalité Entrepreneuriat édition 2021. C'était à la faveur de son projet innovant, la boucherie ou charcuterie. Elle empoche la somme de 3 millions de francs CFA. Jules Sambo-Sissoko, reportage. L'initiative juvénile, innovante et créatrice d'emplois, à savoir l'Entrepreneur édition 2021, estampillé Sentinelle Sud de Yeli Madi Konaté, a connu son épilogue après des mois de compétition d'entrepreneuriat. Cette édition a enregistré 100 dossiers en quête de financement, 33 sélectionnés, 18 participants et enfin 2 finalistes, dont une femme. Le thème a porté sur quelle politique adopter par une entreprise industrielle malienne en cette période de crise. Je pense que j'ai toujours été dans le divertissement, mais si c'est seulement le divertissement, ce n'est pas intéressant pour moi. Pour moi, il doit toujours y avoir quelque chose de constructif. Et je pense que c'est l'entrepreneuriat qui peut faire bouger un pays. Et je suis très heureux qu'on ait pu atteindre cet objectif. Le projet innovant porteur qui a le plus convaincu le jury est celui de Sangaré Aminata Mariko sur la boucherie. Elle remporte un chèque géant de 3 millions de francs CFA. J'avoue que j'ai beaucoup hésité avant d'aller déposer ma candidature à ce grand concours. Déjà, sage-femme, c'est pas aussi facile parce que je suis payée pour ça. Et j'aime bien faire ça aussi, donc je dois doubler encore plus d'efforts. Un panel de haut niveau sur l'entrepreneuriat a permis aux jeunes d'approfondir leurs connaissances sur le sujet. Cette initiative du Sentinelle Sud a été rendue possible grâce au soutien de partenaires dont l'ORTM.
L'émission se nomme donc L'entrepreneur. L'USAID, à travers le projet Feed the Future, a organisé un concours de meilleures entreprises de transformation et de vente de produits. Boubacar Sangaré, correspondance. C'est l'association Ma Famille de Mopti qui remporte le premier prix du concours Meilleure entreprise de transformation et de vente agroalimentaire à travers son gâteau multicéréales et gagne 2 millions de francs CFA. Elle est suivie de la coopérative Maté Ambo de Djéné qui reçoit 1,5 million de francs CFA grâce à sa farine de bouillie enrichie. Le troisième prix d'une valeur d'1 million de francs CFA est revenu à l'association Yeredeme Ton de Yuaru avec son produit poudre de poisson. Je remercie beaucoup Feed the Future Sougou-Iriwa pour cette initiative et je remercie également l'USAID pour le financement. Ce prix va nous permettre de faire beaucoup d'activités. Nous sommes très contentes et nous sommes très reconnaissantes également de ce prix. Merci infiniment. Les lauréates vont bénéficier aussi d'un accompagnement technique du projet Feed the Future Sougou-Iriwa dans le cadre de leur promotion à travers la région. Travailler à créer la saine émulation entre les différentes entreprises qui interviennent à l'échelle de la région. Aider, en tout cas, donc, à améliorer les statuts nutritionnels des enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes et des femmes allaitantes. Je lance donc un appel à tous les acteurs, services administratifs et techniques de l'État, collectivités territoriales, acteurs du marché, de poursuivre leurs efforts d'accompagnement des unités de transformation agroalimentaire. Au total, 112 unités de transformation agroalimentaire ont pris part au concours. Elles ont été évaluées à travers une première phase d'enquête par les agents de terrain, suivie d'une étude organoleptique à travers une enquête en ligne. Fin à Tombouctou de la première édition de la journée du dromadaire. Najim Babasissé, Alou Koulibaly, correspondance. Cette conférence se veut de faire connaître le dromadaire, ce mammifère domestique du genre Camelus, beaucoup utilisé dans les zones sahélo-sahéliennes comme moyen de transport. Le chameau vous payera toujours le service que vous lui faites. Tellement il va vous payer que le jour où vous aurez soif et que vous ayez la force de vous attacher sur votre selle, il vous ramène là où il y a l'eau. Tout comme là où vous avez l'habitude de lui donner de l'eau ou de la nourriture ou du sel, quand il est en carence de sel, il a besoin de sel, il parcourt tous ces endroits où vous avez l'habitude de lui donner du sel. Cette conférence organisée par la Ligue régionale du dromadaire dans le cadre des journées dédiées au dromadaire est parrainée par Moussa Agataher, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Je me rends compte en réalité que je ne connaissais pas grand-chose aujourd'hui du chameau parce que ce que le docteur a exposé, aussi bien en termes vétérinaires qu'en termes médicinaux, qu'en termes d'intelligence de l'animal. Vraiment, c'est une découverte pour moi. Donc, si c'est une découverte pour moi, j'imagine qu'elle en sera pour certains qui n'ont pas eu l'occasion de s'approcher autant de l'animal. Une course de dromadaire a opposé les 5 cercles de la région. Haïri Ag Hamalla de Gourmara-Rousse arrive en tête, suivi de Almouzer Ag Ibba de Tombouctou et Abdallah Ag Hamada de Direy en 3e position. Tout en souhaitant de bonnes perspectives, et je suis sûr et persuadé que l'avenir augure, l'horizon aussi augure des perspectives certaines pour cette ligue, comme l'a rappelé M. le ministre. La Ligue régionale du dromadaire a tout mettre en œuvre pour développer davantage aussi bien la pratique sportive que l'élevage et la préservation de cet animal autour duquel nous avons échangé pendant des jours ici à Tombouctou. Des tableaux et attestations de reconnaissance ont été remis à des personnalités qui ont contribué de près ou de loin pour la réussite de l'événement. Le dromadaire qui a pris la tête de la course a été offert au président Assimi Goïta en signe de reconnaissance. Et toujours en parlant de culture dans le monde, et précisément à Kalassa, ce week-end a été marqué par la tenue de la 16e édition du festival écologique des traditions africaines FESCORI. Cette édition 2022 était centrée sur l'entrepreneuriat féminin. Fousseini Tunkara, Abdoulaye Diarra, du retour de Kalassa, reportage.
Les Kori, encore magnifiés dans le Mandé. Nous sommes à Kalassa, terre pleine d'histoire, pour célébrer la 16e édition du Festival écologique des traditions africaines FESCORI, une édition qui met en avant l'entrepreneuriat féminin. Dans le Mandé, c'est des femmes entreprenantes qui ont besoin d'être appuyées, d'être accompagnées, d'être formées pour leur autonomisation. Donc nous savons tout le talent, toute la force de ces femmes-là dans le Mandé. Donc cette année, nous avons voulu les mettre en exergue. Si vous voyez l'exposition, la plupart c'est des dames qui font la transformation des produits agroalimentaires. Donc nous avons voulu que FESCORI Eco soit une foire particulière dans ce sens, afin de valoriser les productions locales. Pour vanter les braves femmes du Mandé et donner du poids aux actions relatives à leur autonomisation, 4 membres du gouvernement ont effectué le déplacement de Sibi pour lancer l'événement. Culture et écologie vont ensemble et que la bataille de la protection de l'environnement sera gagnée si elle s'appuie sur la culture. En ce moment où la dynamique nationale est résolument tournée vers la refondation. Ensemble, en bonne santé, dans un meilleur cadre de vie, imprégné de nos valeurs culturelles, bâtissons un monde meilleur pour aujourd'hui et pour demain. Le Festival écologique et des traditions africaines FESCORI, au-delà de son aspect économique, écologique et festif, est perçu pour certains comme un rappel à nos valeurs. L'impact de ce festival, ça peut être d'appeler les gens qui sont perdus, les acculturés, de faire un retour à la source. C'est un combat pour moi. Durant les 3 jours, les festivaliers venus en nombre ont effectué des visites touristiques, assisté à des conférences de débat et à un atelier de formation sur l'entrepreneuriat féminin. Et pendant les 3 jours, les nuits étaient meublées par des prestations artistiques. Et c'était à Kalassa. Près de 100 millions de francs CFA, c'est le coût global du projet d'appui aux commissions foncières des régions de Son et de Ségou. Il vient d'être lancé à 100 et c'est la mise en œuvre par le programme Jeunesse et Stabilisation. Honoré Tchenou, Cheikh Tangara, compte rendu. Le renforcement des capacités des commissions foncières dans les régions centre du Mali est l'intitulé du projet que le programme Jeunesse et Stabilisation Progress vient de lancer à 100. 24 commissions foncières des régions de San et Ségou bénéficient ainsi de cet appui. Un appui qui devra permettre de prévenir et de bien gérer les conflits liés aux fonciers. En décembre 2019, le projet a commandité une étude diagnostique sur la problématique du vivre ensemble pour accompagner 24 commissions foncières afin d'améliorer leur maîtrise des connaissances et des outils dans le domaine des mécanismes endogènes et traditionnels de gestion des ressources communes et de prévention et de gestion des conflits intra- et intercommunautaires dans les régions du centre. Population, autorités, acteurs de mise en œuvre, tous sont informés et sensibilisés sur le projet en vue de leur accompagnement. Un projet qui prend en compte la gestion des conflits multicatégoriels. L'étude diagnostique commanditée par le projet en 2019 a fait ressortir plusieurs catégories de conflits qui fonctionnent de manière concomitante. Ceux suscités par la militarisation récente des communautés et l'intensification de la violence des groupes armés, ceux liés à la gestion et au partage des ressources agro-pastorales, ceux d'ordre structurel liés notamment aux insuffisances dans la gouvernance et la régulation par les institutions locales. Pour les 2 régions, le projet est financé par l'Union européenne à travers son fonds fiduciaire d'urgence à près de 300 millions de francs CFA. Il va œuvrer pour la stabilisation et la cohésion sociale. La Coupe du Monde Qatar 2022 s'est achevée avec le sacre de l'Argentine. Le directeur général de l'ERTM, Hassan Baba Djombili, tire le bilan de la couverture médiatique et se projette déjà sur les futures échéances. Il est au micro de Siragatou Sissé. Si vous voyez qu'aujourd'hui que le public malien a pu suivre les 28 meilleurs matchs de la compétition, c'est parce que les autorités l'ont voulu. On a adressé une demande qui a été acceptée. Donc les droits liés à cette compétition étaient détenus par une structure qu'on appelle New World TV, qui est basée à Lomé au Togo,
qui a eu les droits pour l'Afrique, en tout cas francophone, l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est avec eux que nous avons pu négocier les droits qui se chiffraient à environ 400 millions. Donc c'est une enveloppe qui a été mise à notre disposition grâce aux autorités de la transition, en premier le président de la transition, le ministre des Finances, le ministre de la Communication également, et tous ceux qui de près ou de loin nous ont appuyés pour nous permettre justement d'offrir cette compétition au public sportif malien. Au nom de l'ensemble des travailleurs de l'ORTM, mais également au nom de la population malienne, de saluer les autorités. Mieux nous organiser, nous avons pris les dispositions pour faire en sorte que la population malienne puisse suivre dans un certain confort cette compétition. C'est là où vous avez pu peut-être remarquer le relooking du plateau. Nous avons essayé de mettre de nouveaux équipements à la disposition de nos reporters. Il y a des tenues spéciales que nous avons confectionnées pour tous les reporters. Et l'innovation cette année, en tout cas pour nous, direction, c'est qu'on a permis également aux stations dans les régions de pouvoir offrir des commentaires en langue locale aux auditeurs et aux téléspectateurs. Donc, nous avons fait ce travail-là en amont, mais nous avons également essayé de faire en sorte que les partenaires puissent nous accompagner dans cette compétition. Donc c'est le lieu vraiment pour moi de saluer tous les partenaires qui ont accepté de nous accompagner pour cette Coupe du Monde. Ils ont été nombreux à réagir aux offres que nous avons proposées par rapport à cette compétition. On a pu spécialement même organiser un jeu pronostic auquel je pronostique a participé en tout cas une grande partie des mordus du football. C'est le lieu également de les saluer et de les remercier. Nous avons également fait appel aux doyens pour nous accompagner dans les commentaires. C'est là où nous avons fait appel au doyen Mamadou Kalouga, Papa Omar Diop. Nous avons également pu avoir quelques temps la participation du doyen Djibril Traoré depuis Paris. Donc c'est vraiment le lieu pour nous, en tant que direction de l'ORTM, de saluer tout ce beau monde, de saluer également le public sportif malien qui nous a suivis de bout en bout. C'est toute l'équipe de l'ORTM qui était mobilisée autour de la compétition. Pour ceux qui n'avaient pas l'occasion, par exemple, de suivre les matchs à la télé, on a mis à profit la chaîne 2 sur la fréquence 95.2. Donc, à ce niveau, on a compris également qu'il y avait un public qui suivait la compétition. À l'intérieur, nous avons eu des échos. Les gens également dans certaines régions, notamment Koulikoro, Sikasso, Ségou, Kai, ont pu suivre également les commentaires de la compétition avec les stations régionales, mais en langue locale. Donc, tout cela nous pousse, direction ORTM, à remercier ce public-là, de rester mobilisé, parce qu'il y a des échéances également pour l'équipe nationale. Les compétitions arrivent, il y a bientôt les CHAN qui va se dérouler en Algérie, donc on va rester concentré sur nous-mêmes et on espère que pour les futures échéances, le Mali fera partie des grandes compétitions, Inch'Allah. Le point Covid de ce jour 19 décembre 2022, 0 cas positif, 0 guéri, 0 décès, 5 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. La péritonite, on en parle ce soir dans Focus Santé, quelques symptômes de la maladie. Si vous ressentez de violentes douleurs abdominales, d'abord localisé, puis rapidement étendu à tout l'abdomen, il est fort probable que vous en souffrez. Une appendicite non soignée ou un ulcère perforé sont les causes les plus fréquentes de péritonite. On en sait plus avec Barakissa Ouattara et Yacouba Kone. Vomissements, essoufflement, accélération du rythme cardiaque, baisse de la tension artérielle, contracture abdominale et température très élevée. Le diagnostic de la péritonite est vite suspecté devant ces symptômes. Très souvent, quand on demande aux malades, l'origine de la douleur peut orienter. S'il s'agit d'une douleur vers la fosse iliaque droite qui a évolué, on va dire, est-ce que ce n'est pas une appendicite qui s'est compliquée de péritonite? Si le malade est ulcéré connu, il a un ulcère gastrique ou il a pris des médicaments qui sont toxiques, comme les anti-inflammatoires sur l'estomac. Donc, si l'estomac est perforé, donc il s'agit d'une douleur d'abord épigastrique qui va évoluer. Donc, cette douleur, très souvent, peut survenir de façon brutale, comme on le dit, un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est-à-dire, le malade, comme vous et moi, on n'a rien, paf, il y a une douleur qui déclenche et cette douleur va crescendo et va envahir tout l'abdomen et commencer à dégrader l'état du malade.
Il y a des péritonites primaires, secondaires et tertiaires, mais la plus fréquente dans les urgences au Mali est la péritonite secondaire. Toute agression de la cavité péritoniale, que ce soit l'appendicite compliqué, qui est quasiment l'affection la plus fréquente cause de péritonite dans notre contexte, l'ulcère gastrique qui perfore, donc la perforation gastrique, qui est aussi une cause importante, les fièvres typhoïdes qui vont entraîner des perforations des intestins sont responsables des péritonites. Il y a aussi même les traumatismes, accidents de la voie publique, douleurs abdominales, tout ça peut entraîner des péritonites. La péritonite généralisée constitue une urgence médicale car elle engage le pronostic vital. Dans la majorité des cas, le traitement de la péritonite est chirurgical. Les cas de péritonite, il faut les opérer. Il n'y a pas d'alternative à la chirurgie, il faut les opérer. C'est une urgence médico-chirurgicale. La prise en charge commence par la réanimation. C'est une réanimation qui est pré-opératoire avant d'opérer les malades, pendant l'intervention péri-opératoire et en post-opératoire. Parce qu'il ne sert à rien d'opérer une péritonite et qu'en post-opératoire, il n'y a rien pour assurer cette réanimation. Selon les spécialistes, la majorité des cas de péritonites est guérissable. Si c'est vu tôt et que le malade n'a pas un état général totalement dégradé, il y a 80% des cas, on les guérit. Bon, il peut y avoir quelques complications. Il est donc crucial de traiter immédiatement ces pathologies qui évoluent vers la péritonite, en l'occurrence l'appendicite, la fièvre typhoïde ou encore l'ulcère, pour éviter toute complication. Merci, Baraki Sawatara. Le 23h sera une présentation de Abdul Karim Kaba. Demain à 13h, Mariam Kone. Je serai là à 20h, j'espère. Et grand merci à nos téléspectateurs de Samé Wolof et de Sandari. C'est dans la région de Kaya. Bonsoir à tous.